Bonjour, dans la capsule d'aujourd'hui, on va aborder le moment de force. Le moment de force, c'est ce qui met un objet en rotation. Ici, pour donner quelques exemples, un premier exemple, j'ai ici la porte de mon bureau. Si je veux ouvrir la porte de mon bureau, je prends la poignée, puis je pousse dessus. C'est relativement facile d'ouvrir la porte comme ça. Je pourrais obtenir le même effet, je pourrais faire ouvrir la porte en venant exercer la force non pas sur la poignée, mais ici beaucoup plus proche de l'axe de rotation, qui sont en fait les pentures. Mais si je le fais ici, si je pousse ici, bien sûr, il va falloir que je pousse beaucoup plus fort pour obtenir le même effet. Donc, on peut conclure que pour mettre un objet en rotation, bien sûr, il faut exercer une force, mais il faut aussi exercer cette force-là si on veut que ça soit efficace le plus loin possible de l'axe de rotation. D'ailleurs, la distance à l'axe de rotation, c'est ce qu'on va appeler le bras de levier. Alors, plus le bras de levier est important, plus notre force va avoir un effet important. Un autre exemple ici, je vais enlever la roue de mon auto. Il y a des écrous, je pourrais essayer de les enlever à la main, mais évidemment, je ne serais pas capable de le faire. Je pourrais utiliser une clé comme celle-là. Alors, la clé me donne un bras de levier un peu plus élevé. Ici, ça serait quand même déjà pas mal dur. Sinon, je peux utiliser ceci. Le bras de levier est beaucoup plus important, comme ça ici. Et là, je vais forcer, mon moment de force va être beaucoup plus élevé. J'ai un dernier exemple ici, c'est des pinces pour couper. Ces pinces-là sont toujours faites assez grandes. Pour la même raison, en fait, c'est pour augmenter le bras de levier le plus possible. Même que celles-là, en fait, c'est des assez petites pinces. Vous avez peut-être déjà vu les pinces qui servent à... On peut couper un cadenas, par exemple. Ils sont plus grosses que ça, ils sont encore plus longues. Le but, c'est d'augmenter le bras de levier le plus possible. Les différents cas qu'on vient de voir nous amènent à constater que quand on veut tourner un objet, c'est pas juste la force qui est importante, mais aussi son point d'application. En fait, on pourrait dire la distance à l'axe de rotation. Ici, on a une image de ce qu'on appelle une clé dynamométrique. Une clé dynamométrique, ça mesure le moment de force, parce que c'est de ça dont on va parler, le moment de force. Donc, le moment de force qu'on exerce sur un objet. Ici, c'est une clé dynamométrique numérique, donc elle donne le résultat ici. Alors, on va définir justement qu'est-ce que c'est que le moment de force. C'est le but de la première section du chapitre. Alors, supposons que j'ai une clé comme ça et que j'exerce une force dessus. La force est perpendiculaire au manche de la clé et le vecteur R ici représente la distance, donc à partir de l'axe de rotation jusqu'au point d'application de la force. Donc, le moment de force, d'abord le symbole qu'on va prendre pour le moment de force, ça va être la lettre grecque tau. Donc le tau, c'est le son T en grec, dans le fond. Et pourquoi on prend le son T, puis qu'en français, on appelle ça le moment de force, c'est qu'en anglais, le moment de force, c'est torque. Donc, ça commence par T, alors c'est pour cette raison-là qu'on va prendre la lettre grecque tau. Et la définition du moment de force, on peut dire, c'est la force fois la distance à l'axe de rotation, qu'on a appelé tout à l'heure le bras de levier. Donc, la force fois la distance. Les unités du système international, ce sera donc des newtons fois des mètres. On n'a pas jugé bon redéfinir, donner un nouveau nom, disons, à cette unité-là. Ça va s'appeler tout simplement des newton-mètres. Il faut faire attention un petit peu parce que on a déjà rencontré des newton-mètres par le passé quand on a parlé du travail. Donc le travail, c'est une force fois une distance. Je pousse un objet sur une certaine distance, j'exerce une force, j'ai une distance, c'est donc des newton-mètres. Et on avait appelé ça des joules d'ailleurs pour le travail. C'est un peu ça le but, c'est de différencier, parce que c'est vrai que c'est les mêmes unités, newton fois mètre. Donc on réserve les joules pour le travail et donc pour l'énergie, tandis que pour le moment de force, on va appeler ça, on va garder en fait des newton-mètres. Et c'est vraiment pas la même chose, même si c'est une force fois une distance. Dans le cas du moment de force, la distance, elle est perpendiculaire à la force, puis elle sert à tourner, tandis que dans le cas du travail, la distance, elle est au contraire parallèle à la force, donc c'est vraiment différent. D'autres unités, bien sûr, dans le système américain, la force se mesure en livres et les distances se mesurent en pieds ou en pouces. Bon, donc on utilise le pied-livre pour le moment de force, dans le système américain. On voit ça régulièrement sur les clés dynamométriques, justement. Donc, quand on utilise une clé dynamométrique, on a toujours le choix entre des newton-mètres
ou encore des pieds-livres, ou même parfois des pouces-livres, dépendamment de ce qu'on cherche, de la grandeur du moment de force qu'on va exercer. On peut avoir des situations un petit peu plus complexes. Supposons que j'ai un objet ici qui peut rentrer en rotation. Mon axe de rotation serait ici, et puis que j'exerce une force sur le manche de l'objet, par exemple, mais cette fois-ci, la force n'est pas perpendiculaire à l'objet. Donc, ma force est comme ça, selon un angle phi par rapport à l'objet. Et j'ai donc deux composantes pour ma force. Une composante ici que je pourrais appeler perpendiculaire et une composante parallèle. Alors, vous comprenez aisément que la composante parallèle est inefficace. Elle sert à rien en fait. Elle servirait à étirer l'objet, on pourrait dire. Donc en tirant comme ça sur l'objet, elle fait juste forcer contre l'axe de rotation, elle étire l'objet, mais elle n'induit aucune rotation. Donc cette composante-là est inutile. Alors dans le moment de force, c'est bien important de comprendre que c'est seulement la composante perpendiculaire de la force qui est utile et donc qui compte dans le moment de force. Dans ce cas-ci, on pourrait donc dire, voyez la composante perpendiculaire, là, ça serait le module de la force, F, fois le sinus de l'angle θ. Donc, puisque ça serait le côté opposé, donc fois le sinus de l'angle θ. On pourrait donc calculer notre moment de force comme ça. Une autre façon ou une autre méthode qu'on peut prendre aussi parfois, c'est, voyez ici ce qu'on a fait, c'est que j'ai prolongé la force, donc en pointillé, j'ai prolongé la force. Et puis je suis venu la rejoindre, cette ligne-là, avec une autre ligne qui part de l'axe de rotation et qui arrive ici sur la première perpendiculaire. Donc c'est bien important qu'ici ça soit perpendiculaire. Donc j'ai formé un triangle rectangle. Vous comprenez que l'angle phi, puisqu'il s'est opposé par le sommet, c'est le même angle ici de chaque côté. Et si je prends ma formule de tout à l'heure, j'avais FR sinus de phi, mais R sinus de phi, alors R c'est la distance qui est ici, alors si c'est l'hypoténuse de mon triangle, alors si je fais R sinus de phi, ça me donne le côté opposé. Le côté opposé, je peux l'appeler R perpendiculaire. Donc R perpendiculaire, pourquoi perpendiculaire? Parce que c'est perpendiculaire à la ligne d'application de la force. Donc vous voyez en pointillé ici, c'est la ligne d'application de la force. Alors je peux dire que c'est la distance perpendiculaire à la ligne d'application de la force. Donc c'est ça qui est écrit ici, F fois R perpendiculaire. Et c'est ça qu'on appelle R perpendiculaire, le bras de levier. Ce que ça veut dire, en fait, si on revient à la diapo précédente, c'est qu'on peut prendre soit la force perpendiculaire fois la distance, autrement dit, on a décomposé la force, ou encore, on peut plutôt décomposer la distance. Donc, on garde notre force, mais par contre, c'est la distance que l'on décompose pour avoir la distance perpendiculaire. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que pour le moment de force, il faut toujours multiplier une force par une distance, mais il faut absolument que les deux soient perpendiculaires. Donc, R perpendiculaire, donc ce qu'on appelle le bras de levier. Pour le signe du moment de force, donc on va attribuer un signe au moment de force. Par convention, on prend ce qu'on a pris depuis le début de la session, là, ou surtout quand on est arrivé en rotation, quand le moment de force a tendance à faire tourner l'objet dans le sens anti-horaire, on va le prendre positif. Et si ça a tendance à tourner dans le sens horaire, on va le prendre négatif. Si je reviens à ce qu'on avait ici, le moment de force induit par la force F ici, il serait positif, puisqu'il aurait tendance à faire tourner l'objet en sens anti-horaire, donc c'est le sens positif. Si jamais on a plusieurs forces qui sont exercées sur un objet en même temps, eh bien on peut simplement calculer le moment de force causé par chacune et ensuite les additionner. Donc comme ceci, en tenant compte des signes bien sûr. Si j'ai une force qui a tendance à faire tourner dans un sens puis une autre qui a tendance à faire tourner dans l'autre sens, bien, il y en a une qui va être positive, l'autre va être négative, donc on va tenir compte du signe. Pour mieux s'approprier le moment de force, on va faire deux petits exemples où on va calculer le moment de force sur un objet. Le premier est assez simple, on a juste deux forces. Vous voyez la tige qui est ici, elle peut tourner autour de l'axe de rotation O qui est à gauche. Et puis, on a deux forces, donc une force de 12 newtons ici, qui est à 30 degrés par rapport à la tige, et une autre de 8 newtons, qui elle est perpendiculaire à la tige, et on a les dimensions. Le but, c'est de calculer le moment de force sur cette tige-là, en considérant que son poids est négligeable. Donc, on n'a pas besoin de tenir compte de son poids. Donc, on a deux forces. On va calculer deux moments de force différents. Alors, le premier, celui qui est dû à la force F1, je vais l'appeler taux 1. Vous voyez, la lettre grecque taux, là, c'est presque un T en cursive avec une espèce de petite vague là, sur le dessus.
c'est la force fois, donc la force perpendiculaire fois le bras de levier. Dans le cas de la force de 8 newtons, F1, j'aurais dû dire ici F1 perpendiculaire, elle est déjà perpendiculaire. Donc, ça sera tout simplement 8 newtons fois 5 mètres, la distance à l'axe de rotation. Et par contre, on tient compte du signe. Vous voyez que cette force-là, le 8 newtons, aurait tendance à faire tourner la tige dans le sens horaire. Vous voyez, ça va tourner comme ceci autour de l'axe de rotation. Donc, c'est le sens négatif. Alors, on met le signe moins pour tenir compte de ça. Donc, 5 fois 8, ça va faire 40. Alors, on va avoir moins 40 newton-mètres pour ce moment de force-là. Ça, c'est pour la force 1. Pour la force 2, bon, d'abord pour le signe. Vous voyez, F2 va avoir tendance à faire tourner la tige dans l'autre sens, dans le sens anti-horaire. Donc ça va être le sens positif. Ensuite, la force est à 30 degrés de la tige, donc on va avoir une composante ici, puis une autre composante qui serait parallèle. La composante parallèle ne sert à rien pour la rotation. Alors nous, c'est la composante perpendiculaire, celle-là qui nous intéresse. Le 30 degrés se retrouve ici. C'est des angles alternes internes. Alors j'ai donc 12 sinus de 30 pour la composante perpendiculaire. Je vais peut-être écrire ici F2 perpendiculaire fois R. Donc on va avoir 12 sinus de 30. Et la distance, ben, là, il faut toujours regarder le point d'application de la force. Elle est appliquée ici. Elle est donc à 2 mètres de l'axe de rotation. Donc, fois 2. Alors, 12 sin de 30, c'est une demi. Donc, fois 2, ça va s'annuler. Il va rester 12 newton-mètres pour taux 2. Et le moment de force résultant, eh bien, on va avoir, je pourrais peut-être écrire ça ici, résultant, alors on avait moins 40 pour le premier, plus 12 pour le deuxième, donc ça va donner moins 28 newton-mètres pour le moment de force résultant. Le signe moins nous dit que c'est en quelque sorte c'est la force de 8 newtons qui gagne. Ça va tourner dans le sens horaire dans ce cas-là, comme c'est négatif. Alors vous voyez, c'est un bon exemple où la force de 8 newtons est beaucoup plus efficace que l'autre pour deux raisons. Premièrement parce qu'elle est perpendiculaire et deuxièmement aussi parce qu'elle est plus loin, son bras de levier est plus élevé que l'autre. Un autre exemple de moment de force, on nous demande cette fois-ci de calculer la force nécessaire pour faire basculer une caisse cubique, alors qui est représentée ici, de côté L et de masse M. Donc, en fait, ça va être un problème algébrique, on ne nous donne pas le chiffre, donc on va avoir à la fin une expression algébrique. Pour répondre à cette question-là, on fait d'abord le diagramme des forces. On a notre caisse. La force nécessaire, là, on parle de la force FP qui est ici, là, la force de la personne, qui est exercée sur le haut de la caisse. Donc, comme ceci. Ensuite, on a notre force de gravité, horizontale, c'est-à-dire verticale ici, le poids, en fait, de la caisse, qu'on a mis en plein centre. C'est-à-dire qu'on a supposé ici que la caisse était uniforme. C'est sûr que si la masse n'est pas répartie de manière uniforme dans la caisse, ça ne sera pas au milieu, mais dans ce cas-ci, on a considéré que c'était uniforme, donc on l'a mis en plein centre. Ensuite, on va avoir une force normale, mais ici, vous remarquez que la force normale, on l'a mis sur le coin. Pourquoi? Parce qu'on demande la force nécessaire pour faire basculer. Donc, on suppose que l'on pousse, et au moment où la caisse commence à basculer, justement, ben, le seul point de contact, ça va être le coin de la caisse. Donc, la force normale va être appliquée à ce moment-là, à cet endroit-là. Il va y avoir aussi, bien sûr, une force de friction, parce que s'il n'y avait pas de friction, en poussant la caisse aurait plutôt tendance à glisser. Donc, pour l'empêcher de glisser et pour qu'elle bascule, il faut qu'il y ait de la friction. Donc, c'est la force qui est représentée ici. Alors, ce sont toutes les forces qui sont exercées sur l'objet. Et donc, lorsque la caisse va basculer, on va avoir quelque chose comme ça. Encore une fois, on voit ici que le point de bascule ici, c'est le seul point de contact avec le sol. Donc maintenant, pour que la caisse bascule, il faut qu'elle se mette en rotation. Alors il faut donc qu'on ait un moment de force net qui va être dans le sens, dans ce cas-là, la rotation va être dans le sens horaire, donc le sens négatif. Il faut donc qu'on ait un moment de force résultant négatif pour que ça se mette à basculer. Mais en fait, la limite,
c'est lorsque le moment de force résultant va être égal à 0. Lorsqu'il est égal à 0, on est à la limite de pouvoir basculer. Et si ensuite on augmente un petit peu la force, là, ça va se mettre à basculer. Donc, on va partir avec ça comme condition, puisque ça va être la force minimale, dans le fond, où là, on est sur le point de basculer. Donc, calculant les moments de force dus à chacune des forces. Alors, notre point de pivot, c'est le point P qui est là, c'est le coin de la caisse. C'est notre axe de rotation. Alors, quand on regarde dans les moments de force, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va avoir la force de la personne qui est ici. Et elle, son bras de levier, ça va être la distance L. Parce que vous voyez, si on la prolonge, ça c'est la ligne d'application de la force. Donc, le bras de levier de cette force-là, c'est la hauteur de la caisse. Donc, ça va être L. Alors, on peut dire que le moment de force de la force de la personne, ça va être FP fois L, la hauteur de la caisse. Et on a aussi un signe moins parce que ce moment de force-là a tendance à faire tourner la caisse dans le sens horaire, donc ça sera négatif. Voyez d'ailleurs que la personne est mieux pour faire basculer la caisse de pousser sur le haut de la caisse. C'est sûr que si on venait pousser ici, le bras de levier serait beaucoup plus court, on serait beaucoup moins efficace. Donc ici, on a toute la hauteur de la caisse comme bras de levier. Prochaine force qu'on a, on a le poids qui est appliqué ici. Alors le poids a tendance à faire tourner la caisse d'abord dans le sens anti-horaire, donc ça va être le sens positif. Elle, on va mettre plus. Et le moment de force, c'est la force fois le bras de levier. Alors la force, c'est le poids, mg. Et son bras de levier au poids, c'est la distance qui est ici. C'est toujours la distance qui est perpendiculaire entre la force et l'axe de rotation. Alors c'est L sur 2 dans ce cas-ci. Le bras de levier du poids. Ensuite, on a deux autres forces, la normale et la force de friction. Mais ces deux forces-là n'ont pas de bras de levier. Ils sont directs sur l'axe de rotation, donc ils ne contribuent pas à la rotation. Il n'y a aucun bras de levier dû à ça. Et donc, il n'y a pas d'autre force. Il faut donc que la somme des moments de force donne 0. En fait, ce qu'elle nous dit, cette équation-là, je vais juste la réécrire en envoyant le terme négatif de l'autre côté. Ce qu'elle nous dit, c'est que la personne, pour faire basculer la caisse, elle doit faire un moment de force qui est équivalent au moment de force qui est dû au poids de la caisse. En fait, un peu plus. En réalité, il faudrait que ce soit un peu plus pour que ça bascule réellement. Ici, bien sûr, il y a la longueur L qui s'annule. Alors, dans le fond, on a mg sur 2, c'est ce qui nous reste, égale fp. Autrement dit, la personne va exercer une force qui va être égale à la moitié du poids de la caisse pour pouvoir la faire basculer. Et pourquoi c'est la moitié? Parce que simplement, son bras de levier, c'est la hauteur de la caisse, tandis que le poids de la caisse, son bras de levier, c'était la moitié de la hauteur de la caisse. Donc, ça sera la moitié pour ça. Si la caisse était encore plus haute que large, ça sera encore plus facile de la faire basculer. Et si au contraire la caisse était moins haute que large, ça serait plus difficile de la faire basculer. D'ailleurs, ça correspond bien à notre expérience. On sait bien que si on a un objet qui est mince et haut, c'est très facile de le faire basculer, tandis que si on a le même objet mais qu'on le couche sur le sol, ben là ça va être très difficile de le faire basculer. Donc c'est un peu ce qu'on constate ici.